Bonjour mon pays, bonjour à tous. Alors au programme de cette émission, ce mardi, nous nous intéressons aux différentes variétés d'igname. Donc on en parle avec Diok Menango dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, Anna aujourd'hui parle de l'association Menin Boiti, donc à Pointe-Dimé, une association donc, qui parle des liens entre les parents et les enfants. On en parle avec Anna dans notre rubrique On s'occupe de vous. Et enfin, dans notre rubrique Job et éducation avec Marie-Hélène, aujourd'hui, on va s'intéresser à la femme gendarme. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui Vincent Bouvier, qui est le haut-serre de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc aujourd'hui, le sujet du jour est l'instabilité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, un sujet qui fait jaser en ce moment, qui fait beaucoup parler les médias, qui fait beaucoup parler nos confrères. Donc on se dispute le gouvernement, la province, un peu comme un jouet. Le FLNKS qui renvoie justement son congrès. On va dire, quel est le point de vue de l'État vis-à-vis de tout ce cafouillage, on peut dire ça comme ça? Le point de vue de l'État, il a été exprimé au niveau national. J'ai eu l'occasion de relayer ce point de vue. Premièrement, cette situation n'est pas satisfaisante, elle n'est pas acceptable. Compte tenu des grands défis qui attendent la Calédonie demain, compte tenu des travaux que nous avons à mener sur le nickel, sur la consultation de sortie, mais aussi sur la nouvelle génération des contrats de développement qui implique un gouvernement de plein exercice qui puisse prendre une position sur les grands sujets économiques, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Considérer qu'on peut se satisfaire d'un gouvernement qui expédie les affaires courantes, c'est considérer au fond que le gouvernement n'a pas sa place dans les institutions et n'est pas utile. Et surtout que la Nouvelle-Calédonie avait déjà connu cette situation en 2011 et même un projet de loi avait été établi. Alors, est-ce qu'on ne prend pas les leçons de cette période-là? Ce que souhaite l'État, à ce jour, ça a été dit très clairement par la ministre des Outre-mer, c'est qu'on privilégie la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la discussion entre les formations politiques pour qu'un accord soit trouvé. Oui, mais les choses perdurent en ce moment. Les choses perdurent, mais en tout cas, c'est cela qu'on souhaite privilégier. Et d'ailleurs, dans cette logique-là, et pour maintenir, pour manifester à nouveau l'intérêt de l'État pour que ce dialogue soit trouvé, j'ai décidé de convoquer à nouveau le gouvernement mardi prochain pour procéder à un nouveau tour de scrutin. Parce que nous considérons, enfin le gouvernement, l'État au niveau central et ici, nous considérons qu'aujourd'hui c'est bien le dialogue qu'il faut privilégier, que les conditions juridiques pour la dissolution, l'article 97 de la loi organique, ça a été évoqué par certains, ces conditions juridiques ne sont pas réunies. Et quant à la modification de la loi organique, pour l'heure, ça ne nous paraît pas la solution c'est de la souhaitable. Changer, la solution, nous n'estimons pas souhaitable de poser pour l'heure la question de la modification de la loi organique, alors même que nous souhaitons privilégier le dialogue. La loi organique, il n'est pas forcément, souhaitable ou bienvenu ou opportun d'envisager une modification de la loi organique dès lors qu'on a une difficulté politique. Alors, pendant ce temps, justement, les partis politiques se disputent, on va dire, le gouvernement, la province. Donc, Monsieur Frogier est en métropole, il rencontre, on va dire, le président de la République. Comment vous analysez ça? Est-ce que vous êtes au courant pendant que M. Frogier est en France, ici on se dispute, comment ça se passe? Quel est le point de vue également de l'État? Est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce qu'il est allé faire? Écoutez, d'abord je suis tenu au courant, oui, bien sûr, des rendez-vous que M. Frogier a eu ou peut avoir à Paris, notamment par ceux qui le reçoivent. Mais nous considérons que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que M. Frogier ait accepté de rencontrer les personnalités peut-être qu'il est important de régler d'abord sur place. Je pense que il n'y a pas de contradiction entre les deux. Je crois que c'est important que le sénateur Frogier accepte de rencontrer un certain nombre de personnalités ou de membres des cabinets à Paris. C'est important, c'est dans une logique de
dialogue au sein des institutions. Et ça n'est pas contradictoire avec le fait qu'on cherche aussi le dialogue au plan local. Et pendant au contraire. Pendant que les loyalistes justement se disputent, les indépendantistes renvoient leur congrès, le FLNKS. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que chacun de son côté, on ne s'occupe pas des affaires du pays? Moi, la population a l'air d'être... Je comprends que la population soit impatiente et je comprends que les Calédoniens s'inquiètent. Moi, je forme le souhait que, aussi bien du côté non indépendantiste que du côté indépendantiste, le dialogue poursuive, les contacts, le dialogue se poursuive, les contacts se poursuivent. C'est vrai que le congrès du FNKS a été reporté, mais ça ne veut pas dire pour autant que le contact entre les formations politiques qui composent le FNKS soit interrompu sur cette question du gouvernement. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous espérez justement de cette rencontre de mardi prochain? J'espère, idéalement, que ça puisse, par la pression ainsi exercée, ça puisse créer, j'allais dire, un électrochoc, et qu'on puisse, un électrochoc positif, et qu'on puisse aboutir à un accord mardi. Voilà. Vous avez peut-être un message fort à passer à la population qui s'inquiète justement de la situation institutionnelle du pays, de la situation politique du pays. Le message que je veux le passer, c'est que chacun a la place qui est la sienne, en tout cas s'agissant des représentants de l'État. Nous ne démissionnons pas, ce sera un mauvais jeu de mots, mais nous faisons tout pour que cette situation puisse se régler rapidement, parce que la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens ont besoin que ça se règle rapidement. Effectivement. Vincent Bouvier, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Anna, donc tu vas nous donner quelques informations concernant le pays aujourd'hui. Bonjour Élise, bonjour à tous. Alors on commence par la SLN. Une info alors pour tous ceux qui veulent savoir comment se passe la transformation du nickel, eh bien ils pourront assouvir leur curiosité puisque la SLN organise des visites. Ça se passe chaque jeudi du mois, de 13h30 à 16h30. Ce sont des visites guidées, il faut le savoir. Et c'est payant, c'est gratuit? C'est totalement gratuit, donc il faut en profiter. Par contre, le nombre de places, il est limité. Alors, il faut obligatoirement s'inscrire. Donc, il y a un numéro, n'hésitez pas à les contacter si ça vous intéresse. C'est le suivant, le 24 55 07. Et on peut le faire aussi par mail à l'adresse suivante, visite@eramet-sln.nc. C'est vrai que se rendre au cœur de l'usine de production de nickel est une vraie aubaine. Alors profitez, les jeunes comme ceux qui veulent aller découvrir ce qui se passe à l'usine de Doniambo. Il en reste à Nouméa pour une information concernant une association. Alors là, on parle de l'association Ensemble pour la jeunesse calédonienne, le JC. Alors, cette association, elle tient une permanence au camp Est. Et ça se passe le mardi de 14h à 16h. Et par ailleurs, eh bien, cette association, elle recherche toujours un local ou un bureau. Donc, appel à la générosité, bonne volonté, si vous avez un local à leur proposer. Alors, y a-t-il un numéro pour les joindre? Oui, on peut les contacter au 81 60 68. Alors, nous restons dans le domaine des associations et puis tu nous parles d'une association nationale des sous-officiers de réserve. Oui, donc je bug. Donc, l'Association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air, comme tu le disais, eh bien, ils se réunissent chaque deuxième mercredi du mois à 18h au fronton du Pays Basque, au Motorpool. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez les contacter au 79 69 53. Ensuite, il y a l'association des anciens d'Indochine, cette fois, qui, eux, ils tiendront leur assemblée générale le samedi 21 février à 17h30. Ça se passe au mess du garnison, pointe de l'artillerie à Nouméa. Et tous les membres actifs seront conviés ensuite à un apéritif qui sera donné à 19h. Il sera suivi du traditionnel bal de la fête du Tête. Là, vous pouvez aussi les contacter pour avoir plus de renseignements au 25 40 90. Et cette année, c'est l'année de la chèvre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres soirées organisées pour célébrer le nouvel an asiatique? Tout à fait, Élise, puisque le foyer vietnamien, comme d'habitude,
qui se trouve du côté de Tina, eh bien, ils fêtent donc la fête du Tête avec une soirée qui aura lieu le 18 février, donc mercredi 18 à partir de 19h30. Et l'entrée est fixée à 7 000 francs. Et puis, si vous souhaitez apprendre le vietnamien, si ça t'intéresse, Élise, pourquoi pas, eh bien, sachez qu'à l'amicale vietnamienne, il est possible de prendre des cours de langue et pour apprendre à parler le vietnamien, tout simplement. Alors, quand est-ce qu'ils vont débuter, justement, ces cours? Alors, ça va reprendre à partir du 1er mars, donc comme c'était les vacances. Donc voilà, 1er mars, les cours reprennent. Alors, pour les adultes, ça se passe le mercredi et le vendredi de 18 à 19h. Et pour les enfants, c'est le samedi de 18 à 19h également. Alors, on peut les contacter là pour plus de renseignements concernant les langues? Si ça vous intéresse, vous voulez apprendre le vietnamien, vous pouvez contacter deux numéros, le 43 85 66 ou alors le 75 96 78. Et on reste du côté de Nouméa pour parler solidarité. Donc, un appel du Secours catholique qui recherche des bénévoles. Et ça, c'est pour rendre visite aux familles qui vivent dans les squats. Et puis également pour assurer une permanence d'accueil pour les familles qui ont des membres de leur famille qui sont incarcérés au camp Est, tout simplement. Alors, pour être bénévole, il faut tout simplement être disponible au moins 3 heures par semaine. Donc, alors, voilà, un appel aux Calédoniens. D'accord. Et pour plus de renseignements, un numéro de téléphone peut-être? Le Secours catholique, vous pouvez les contacter au 27 11 19. Et on reste, Élise, toujours dans le domaine des œuvres caritatives, mais là, on va du côté de la Croix-Rouge, qui recherche aussi des bénévoles, cette fois pour aider au tri des dons, tout ce qui est vêtements, meubles, etc. Et là, il suffit tout simplement d'être disponible quelques heures par semaine. Donc, encore un appel aux Calédoniens. Ben, écoute, je vais encore te demander des numéros de téléphone pour se renseigner. Alors, la Croix-Rouge, vous pouvez les contacter au 27 21 76. Vous pouvez aussi envoyer un mail, donc crf.secretariat@mls.nc. Et voilà, on reste dans le domaine du social, toujours du côté de Nouméa. Alors, toujours un appel aux bénévoles, cette fois avec l'Union des amis et des familles de malades et de handicapés mentaux qui cherchent à développer son réseau de bénévoles, encore une fois, cette fois sur toutes les communes de la Grande Terre. Alors, avant que tu me poses la question, je donne le contact. Alors, c'est le 43 45 95 ou alors le 78 99 45. Et puis, ils ont aussi une adresse mail, le uafam@lagoune.nc. Et on reste toujours dans le domaine du social. Alors, toujours à Nouméa, dans le social, comme tu le disais, Élise, l'association CCD. Alors, CCD, c'est quoi? Ça veut dire communication, culture et dynamisme. Alors, eux, ils œuvrent pour le soutien des personnes sourdes. Alors, ils organisent des cours du soir pour apprendre la langue des signes. Ça peut être une bonne expérience. Alors, il s'agit d'une formation complète. Comment ça se passe? Alors là, c'est pour avoir le premier niveau de formation et ça dure 90 heures. D'accord. Alors, ça commence le jeudi 26 février de 17h à 18h30 à l'école de Vambèze à la Rivière-Salée, donc du côté de Nouméa. Voilà, donc ce stage s'adresse aux personnes souhaitant apprendre la langue des signes et mieux connaître, on va dire, la culture sourde, c'est ça. Et puis, il faut savoir, Élise, que ces cours sont animés par une équipe enseignante qui est sourde. Donc, c'est-à-dire que les professeurs sont à la fois sourds et en même temps, ils ont été formés aussi à l'enseignement. Donc, ce sont eux qui encadrent les cours. Et puis, c'est un stage qui est ouvert à toute personne qui seront amenées à se familiariser à l'écoute visuelle. Et par ailleurs, il faut savoir aussi que les places sont limitées. Donc, voilà, il faut se renseigner si vous êtes intéressé par ce stage pour avoir tous les renseignements, comment il faut s'inscrire, etc. Donc, un numéro de téléphone, Élise, avant que tu me demandes, c'est le 77 21 61 ou alors par mail au ccd@lagoune.nc. Et puis, ils ont également une page Facebook, donc vous pouvez consulter aussi. Et on reste au sud pour une information pratique. Alors là, on parle plutôt circulation. Donc là, dans le cadre des travaux qui sont en cours sur la voie express numéro 2, donc la VE2, alors
là, ça se passe du côté de l'échangeur de Koutio, eh bien, la circulation elle sera modifiée à compter du mercredi 11 février au matin, donc prudence. Alors, à quoi doivent s'attendre les automobilistes? Alors, sur la VE2, donc, dans le sens Païta-Nouméa, il y aura 2 voies de circulation qui seront affectées, et en direction de Nouméa et une en direction de Koutio. Voilà, c'est la bretelle de sortie, en fait. Et sur l'échangeur de Koutio, eh bien, les usagers devront emprunter depuis Koutio une nouvelle bretelle pour rejoindre la VE2 en direction de Nouméa. Donc, c'est l'ancien accès à la SPANC et le parc des sports. Ensuite, donc, on recommande toujours les mêmes recommandations. Hein. Les usagers sont priés de suivre la signalisation temporaire qui sera mise en place. Et puis, bien sûr, de faire preuve de la plus grande vigilance, rouler au pas, être attentif et tout. Surtout quand on traverse la zone des travaux, voilà, pour leur propre sécurité et aussi pour le personnel qui travaille justement, qui sont chargés des travaux. Voilà un peu, Élise, pour l'agenda d'aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci Anna. Bon, on te retrouve tout à l'heure pour la rubrique On s'occupe de vous. Avec plaisir, tout à l'heure. Allez, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, donc je suis contente de te retrouver pour la rubrique C'est bien de chez nous. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui nous tient, qui nous tient à cœur dans notre culture, la culture kanak. Donc on va parler un peu de l'igname. Moi aussi, je suis content de te revoir, Élise. Et puis, oui, alors l'igname, on en a déjà parlé à maintes reprises. Oui. Alors juste pour un petit rappel pour nos chers téléspectateurs, d'abord bonjour, excusez-moi. Alors l'igname, c'est donc un tubercule des pays tropicaux qui serait apparu en Afrique il y a 10 millions, je crois, avant notre ère. Et puis voilà, c'est un tubercule qui est riche en fibres et en amidon. Et puis donc c'est depuis des milliers d'années que l'igname est donc cultivé, consommé en Afrique, on l'a dit, en Amérique du Sud, en Asie et puis aussi chez nous, dans notre zone ici en Océanie, Élise. Alors, est-ce qu'on peut rappeler à nos chers téléspectateurs, même il y a beaucoup qui le savent, mais combien de variétés d'igname connaît-on ici au pays? Alors, dans le monde, il y a plusieurs variétés d'igname, mais nous, la variété qu'on a ici au pays, c'est la Dioscorea. La Dioscorea, c'est l'espèce qu'on a ici, c'est la Dioscorea, et puis parmi, dans cette famille Dioscorea, ici au pays, on connaît à peu près 160 variétés qui découlent de cette famille, quoi. Ici, selon les régions, bien sûr, du pays, on le connaît bien, on cultive justement ce tubercule différemment, pas de la même manière. C'est vrai, on a l'habitude de voir, quand on se promène sur les routes, tout ça, de la Grande Terre, on voit les champs d'igname avec ces fameux billons. Oui, et puis aux îles Loyauté, on n'a pas ces billons-là. On cultive l'igname directement sur le sol, en creusant le trou labouré pour le plant, là, à même le sol directement, sans faire de billons. Voilà un petit peu les 2 grosses façons de cultiver l'igname ici, quoi. Et on sait qu'aujourd'hui, pour des soucis justement commerciaux, la culture de l'igname se modernise. C'est vrai, Élise. D'ailleurs, de plus en plus de producteurs mécanisent leur technique de production. Une condition indispensable à cette mécanisation, c'est le calibrage. Alors, le calibrage, c'est essayer de mélanger, ou plutôt essayer de trouver en faisant des mélanges ou en faisant comment on appelle ça? Mariage. Des mariages et tout. Essayer de trouver un plan, une igname un produit qui va tout le temps donner la même taille, le même poids. Et puis en général, c'est un poids et puis une taille qui vont nous permettre d'utiliser des machines, tout ça, qui vont faciliter et puis faciliter aussi, comment dire, pouvoir faire en sorte de produire à grande échelle, quoi, avec des gros tracteurs qui nous permettent de planter plusieurs plants, des dizaines de plants à la file, et puis pour la récolte aussi pareil, comme on en voit de plus en plus. Et puis tout ça, ça nous amène à dire que, ça nous rappelle un petit peu qu'en France aussi, ils cultivent l'igname là-bas depuis longtemps, depuis assez longtemps. D'ailleurs, je voulais juste citer la petite commune, là, un petit village qui s'appelle Saint-Claude d'Iré.
Alors Saint-Claude d'Iré, ils célèbrent tous les ans, là, ils célèbrent l'igname, quoi. Ils en ont fait, je crois que j'ai oublié la date, mais je sais qu'à une certaine période là, de l'année, ils fêtent l'igname, quoi. Il y a la foire de l'igname Bon, dans un petit village. on pourra échanger comme ça nos ignames avec la France. Alors c'est bizarre Oui. tout de même hein, qu'en climat tempéré, l'igname soit cultivé et même célébré. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, je voulais juste rappeler que ça faisait 31 ans que la foire de l'igname a été lancée dans cette commune du Loir-et-Cher. Et puis, voilà, dans cette région-là, on cultive l'igname depuis 1848. Alors, au début, d'après les recherches, là, on nous dit que c'était l'igname, elle avait été importée d'Asie, je crois, de Chine. Oui. Mais c'était purement pour des raisons décoratives, qu'on dit, ça servait de plante décorative dans le salon, voilà, ornementale dans le jardin. Mais ça n'est que depuis les années 1930-1950 que les producteurs ont pu sélectionner, quand tout à l'heure on parlait de calibrage, ont pu sélectionner la variété et puis une espèce de plan quoi, qui allait leur permettre de produire un petit peu à grande échelle. Alors là-bas aussi, ils produisent une igname de la famille des Dioscorea aussi, un peu comme nous ici. Et puis voilà, le gros travail de calibrage, pardon, ça les a amenés à avoir un petit igname de 40 cm et qui pèse 1 kg. Voilà un petit peu le gros travail de calibrage où ça les a menés, quoi. Et aujourd'hui, ils en produisent beaucoup? Alors, ils en produisent 400 tonnes en moyenne, 400 tonnes par an. C'est vrai que c'est beaucoup pour un petit village de 1700 habitants, quoi. On sait que sur les 1700 âmes là, de ce petit village de France, là, ils sont 30 producteurs d'igname. Du coup, ça fait à peu près 14 tonnes d'igname par producteur par an. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'avec cette variété spécifique d'igname, les producteurs produisent de l'igname tout au long de l'année. D'accord. Voilà. Et quel igname cultive-t-il? Alors, on disait précédemment que l'igname qui est cultivé là-bas faisait partie de l'espèce Dioscorea. Mais d'après ce qu'on a vu, là, la variété, là, elle se rapproche plus du Walei. Du Walei qu'on produit, qu'on consomme à Ouvéa. D'ailleurs, il y aura bientôt la fête du Walei. L'igname sucré d'Iaï. Et puis voilà, cette variété-là, elle s'est bien adaptée au sol du Loir-et-Cher, le département de ce petit village, parce que le sol là-bas, il est sableux. Du coup, voilà, il est propice à la production, quoi. Et sableux, ça nous rapproche aussi du sol d'Iaï, quoi, qui est sableux, le développement du Walei là-bas. Alors aujourd'hui, justement, quel est le reportage que tu as envie de nous présenter par rapport à ce sujet? Oui, Elise, alors comme le Walei, là, il fait partie des 158 variétés du Dioscorea, et on a, parmi toutes ces variétés-là, je voulais dire que toutes les ignames ne sont pas comestibles, quoi. Du coup, on a notre collègue Aurélie Chiran qui s'est rendue dans un des centres des tubercules tropicaux du Nord, là, je crois que c'était à Tours. Et puis là-bas, elle a rencontré M. Didier Varin. Et puis voilà, elle lui a posé ses interrogations par rapport aux différentes variétés qu'il y avait là-bas. Et puis ça nous a donné ce petit reportage que je te propose qu'on regarde avec nos chers téléspectateurs. Elle est sortie du ventre de la terre. On travaille sur toutes les plantes du type igname, taro, manioc, patates douces essentiellement. On a des collections végétales, du matériel végétal donc on a récolté en Nouvelle-Calédonie. On a du matériel végétal qu'on a introduit d'autres pays. Et puis on fait un peu de création variétale, notamment sur igname. Alors en igname, on compte en Nouvelle-Calédonie, on a à peu près 7 espèces d'igname différentes. Et il y en a une qui est très cultivée depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on appelle Dioscorea alata, la grande igname. Ça constitue la majorité des variétés de notre collection, c'est cette espèce-là. Alors on compte à peu près, nous dans nos collections, on a à peu près 160 variétés locales. Quand je dis locales, c'est
des variétés qu'on a collectées en Nouvelle-Calédonie. Alors, une espèce, elle est définie en fait par la possibilité de croisement entre les individus, notamment de reproduction sexuée. La plupart du temps, c'est comme ça qu'on définit l'espèce. Deux espèces différentes, on n'arrivera pas à les croiser. Oui, donc là, on est sur une autre espèce d'igname, là. On est sur l'igname Dioscora cayennensis rotundata. Et donc là, on a une tige ronde. On a la présence d'épines. C'est ce qui distingue un petit peu cette espèce. La variété est une classification en dessous de l'espèce, donc il y a des différences de forme de feuilles, de tiges, en l'occurrence chez l'igname de tubercules, mais on est toujours dans la même espèce. Par exemple, ici, vous avez des Dioscorea alata. On va avoir 140 variétés de Dioscorea alata, et à l'intérieur, si elles fleurissent, je vais pouvoir les croiser, celles-là, parce qu'elles font partie de cette espèce-là. Elle a traversé les mers. Alors là, donc on parlait d'espèces, puis on parlait de variétés. Alors les espèces, on peut les différencier par tout l'appareil végétatif, c'est-à-dire à la fois les tiges. Il y a des tiges, par exemple, qui vont s'enrouler par la droite. Il y a des tiges chez d'autres espèces qui vont s'enrouler par la gauche. Il y en a qui ont des épines, il y en a qui n'ont pas d'épines. Il y a des tiges qui sont carrées, d'autres tiges qui sont rondes. Vous avez les formes des tubercules, leur consistance, leur cycle de culture va jouer, plus tout ce qui est appareil floral. Donc en combinant tous ces facteurs, on arrive à bien dissocier les espèces. Dans l'ère Paichi, ça c'est la Cocochi auto, c'est l'igname serpent ou anguille. On a des feuilles assez vert foncé. Les jeunes feuilles sont un peu plus claires, hein, mais les anciennes sont assez vert foncé. Ici, juste à côté, on a même groupe, on a une cocochi aussi. C'est la cocochi tambois, qui a des tubercules bien ronds. Et par contre, c'est vrai que la qualité de la chair se ressemble. Le tubercule, quand on gratte, on a du jaune, puis du blanc. C'est à peu près la même chose qu'on trouvera ici. Et donc, au niveau des cocochis, j'en ai comme ça, au moins, ça se décline sous 5 ou 6 variétés différentes, avec un espèce de tronc commun qui est la couleur des feuilles, mais des petites différences à chacune d'entre elles qui fait qu'on reconnaît un groupe. Concernant les variétés, alors là, les critères peuvent être très nombreux aussi. Donc à la fois la partie aérienne, donc là on examinera les feuilles, rien que sur les feuilles, il y a énormément de différences. Puis après il y a toute la partie souterraine, les tubercules, leur forme, la couleur de la chair en haut vers la tête, la couleur de la chair vers le bas, la couleur au milieu, la couleur de ce qu'on appelle le phéloderme, c'est une petite couche qui est juste sous l'épiderme. Celle-là est caractéristique aussi pour définir les variétés. Donc on voit le phéloderme ici, tout au bord. Et puis on a la chair qui, elle, est plutôt dans le crème, là, hein, blanc crème. L'intérêt, c'est de faire une collection. Collecter les variétés qu'on trouvait en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'au tout début, quand on a fait notre collection, on avait quand même une idée, c'était de sélectionner des variétés pour essayer de passer sur un mode culturel un peu plus intensif. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Nouméa blanc. Donc, variété assez robuste. Là, on est dans la série, là je donne le nom Paichi, c'est la série des Bouilana. C'est la petite Bouilana, c'est la série des Wajiji Nord amarrés. Et donc celle-là est toute mauve. Ça, c'est la variété donc, que je vous ai montré tout à l'heure, dont les tiges étaient toutes rouges, très foncées. Donc vous voyez, la plante est toute rouge, ce qui ne veut pas dire que le tubercule est tout rouge. Il n'y a pas toujours des correspondances bien nettes entre la partie aérienne et ce qu'on voit dans le sol. Puisque la collection, c'était une grande diversité. Dans cette diversité, on a fait de la sélection. Ensuite, on a conservé cette collection pour plusieurs raisons. D'abord, ça couvre toutes nos ressources génétiques. Et peut-être un jour, on pourra avoir besoin de reprendre certaines variétés pour tel ou tel objectif. Par exemple, on s'est lancé dans un programme de création variétale il y a quelques années. Donc cette fois-ci, c'est plus la forme des tubercules qui nous intéressait, c'était de savoir si ces variétés en question fleurissaient
ou pas pour initier ce programme de création variétale. Donc on est retourné à la collection et on a choisi ces variétés-là. Si on a des pénuries alimentaires dans le futur, peut-être à l'échelon de 50 ou 100 ans, peut-être qu'on sera bien content de retrouver certaines variétés, notamment de prémices et tardives et de saison, qui vont répondre à des besoins particuliers à ce moment-là. C'est l'intérêt de la conservation de la collection. Parmi les menaces de la plante, cette maladie à champignons qui attaque les feuilles et qui peut attaquer même les tiges et carrément griller toute la plante, notamment quand les variétés sont très sensibles. Alors évidemment, dans cette collection, il y a des variétés assez sensibles, donc il faut qu'on veille à ça. Alors une des recommandations, c'est qu'on écarte, on met des lignes très, très distantes, de manière à ce que quand on visite, on ne touche pas trop les lianes, parce que les champignons font des spores, donc on peut les étaler partout et répandre la maladie. Et normalement, on évite de rentrer dans les parcelles par temps humide. Il faut dire aussi qu'on observe quand même ce qu'on appelle une érosion variétale en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que les modes ont changé, les gens travaillent beaucoup plus qu'avant, ils font du travail salarié et donc ils n'ont plus de temps à consacrer au champ. Et donc les gens tiennent souvent à conserver un petit champ quand même, d'igname, ça reste encore quelque chose, une tradition fortement ancrée. Mais ils vont se rabattre sur des variétés rustiques, puisqu'ils n'ont pas le temps. S'ils s'adressent à des variétés, comment dirais-je, exigeantes, eh ben, ils auront des maladies, et les résultats seront mauvais. Donc ils s'orientent, et donc on a une perte de variété. On a une perte de connaissances aussi autour de la culture de l'igname. Et d'un point de vue variétal, c'est intéressant d'avoir cette collection aujourd'hui qui permet de garantir le maintien de tout notre patrimoine. Voilà donc un reportage d'Aurélie Chiron et ce reportage donc nous rappelle que nous allons bientôt célébrer d'ailleurs Duke la nouvelle igname et c'est Yaté qui a ouvert les festivités le 11 février je crois et c'est cela jusqu'au mois de mars ou mois d'avril. Mois de mars, mois d'avril, en fait Oui. ça dépend un petit peu des Des régions, familles, des clans, des tribus quoi. Ouais, surtout des régions du pays. Et puis voilà, ce qu'il y a de bien avec ces célébrations-là, c'est que les jeunes vont pouvoir voir quelles variétés d'ignames, quelles espèces d'ignames sont présentées, sont échangées et tout. Et puis ça tombe bien pour nous qu'on présente ce sujet-là parce qu'on aimerait bien aussi réaliser un reportage sur les différentes façons un petit peu de célébrer la nouvelle igname. C'est vrai qu'on n'a pas la même manière de célébrer aux îles Loyauté, au nord et au sud. Donc du coup, pour nous, ça serait une occasion de montrer comment ça se fait. C'est vrai, il y a beaucoup de points communs, mais il y a sûrement au niveau de la célébration, petites peut-être. Déjà, toutes les histoires qu'on nous raconte par rapport à l'arrivée des baleines, tout ça a produit, il y a plein de belles histoires, de belles choses à montrer puis à partager. Quoi. Le calendrier, quand est-ce qu'il faut planter, quand est-ce qu'il faut récolter, beaucoup de choses à raconter au niveau de l'igname. Et puis c'est tout de même dommage que certaines variétés d'igname se perdent aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. C'est vrai, alors ce sont des effets de l'évolution, et puis maintenant on n'y peut rien. Mais ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a d'important ici au pays, c'est que depuis la nuit des temps, on a des clans, on a des personnes qui ont pour fonction, un petit peu leur fonction ancestrale, là, de protéger, de préserver, de développer ce patrimoine igname. C'est que dans le pays, il y a des clans qui ont pour fonction de planter l'igname et puis de protéger ça, de développer, là, comme on vient de le dire. Et puis aujourd'hui, pour nous aider dans ce sens, on a des outils, comme on vient de le voir à travers le reportage, on a des outils tels que les centres tropicaux, centres de tubercules tropicaux. Le conservatoire de Païta, les conservatoires du Nord et tout. Du coup, voilà, même si sur notre chemin, il y aura des pertes, mais on va pas
Rien n'est totalement perdu. perdu quand on s'adapte avec les nouveaux outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Voilà, donc les jeunes, profitez des vieux quand ils sont encore là pour pouvoir savoir justement toutes ces variétés et l'histoire. Et surtout, n'hésitez pas à aller dans ces structures, le conservatoire de Païta, de Tours ou encore de Point-Limé, pour vous informer. Merci Dieuc de nous avoir parlé de l'igname aujourd'hui. Merci à toi Élise encore et merci à vous à la maison. Et puis on retrouve notre amie Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Alors bonjour Anna, tu nous emmènes donc du côté de Koné aujourd'hui, donc où il y avait récemment une journée de rencontres organisées par par des jeunes, plutôt une jeune association qui s'appelle Meina Mbouati. Alors, Meina Mbouati, donc juste pour un petit éclairage, donc c'est en Païti, donc et ça veut dire bien grandir, voilà, tout simplement. Et donc leur objectif à cette association, c'est on va dire, de construire. Enfin, ils ont un projet donc d'élaborer un nouveau concept, donc une école alternative sur la zone donc VKP. Et c'est une école qui serait basée donc sur notamment la pédagogie freinée, donc l'éducation bienveillante. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette approche pédagogique? En fait, on va revenir un peu en arrière dans l'histoire parce que c'est un monsieur qui s'appelle Célestin Freinet, donc qui a commencé donc cette école, cette nouvelle approche. Et donc, c'est surtout basé sur l'expression libre des jeunes, la correspondance entre classes, le journal scolaire, le plan de travail individuel, etc. Donc, lui, comme c'était un instituteur, donc à partir de ses observations, donc, il a élaboré ce nouveau concept. Et donc, en 1934, donc, il a bâti sa première école. Donc, c'était à Vence. Et en fait, sa première élève, c'était sa fille, donc Madeleine, qui était en âge donc d'apprendre à lire et écrire. Et donc, lui, au lieu de lui donner des leçons traditionnelles, eh bien, il la laisse faire des dessins, commenter de l'écriture, des noms qu'elle connaît, inventer des petites histoires, voilà. Et ensuite, à partir de là, il a observé que, eh bien, elle a pu apprendre sans difficulté la lecture et ensuite, elle a pris possession facilement de l'orthographe. Donc, à partir de là, il a tout conservé et puis il a rédigé, après la guerre, une brochure qu'il intitule « Méthode naturelle de lecture ». D'accord, donc une méthode qu'il a ensuite diffusée en France. Voilà, il n'a pas fait ça tout seul, donc il a pu le faire grâce à un réseau en fait, coopératif entre enseignants. Et ensuite, ça a permis donc aux pratiques éducatives d'évoluer. Donc avec ces pratiques-là, l'enseignant n'est plus isolé dans sa classe, mais donc on fait place à un changement permanent. Chacun peut communiquer ses initiatives, ses réussites et puis ses difficultés aussi. Et puis donc ils ont mis en place donc, des stages, des rencontres, des travaux de commission, des réunions départementales, tout ça pour pouvoir discuter entre enseignants, échanger. Et ensuite, ils ont constitué donc, un institut coopératif de l'école moderne, donc l'ICEM. Et là, ce sont des milliers d'enseignants, donc ça va de la maternelle jusqu'à l'université. Donc tous ces enseignants se sont unis justement pour surmonter tous les problèmes qu'ils rencontraient. Et puis de là, mieux travailler en équipe dans leur établissement. Alors, est-ce que ces méthodes d'enseignement se sont diffusées ailleurs dans le monde? Oui, ça c'est pas resté limité à la France, à Élise. En fait, ça s'est bien diffusé. Donc, on sait que dans chaque pays, chacun a ses propres façons d'enseigner, ses propres méthodes. Mais bon, l'échange n'a pas de frontières. Donc, dès le début, voilà, il y a eu des groupes comme ça qui se sont constitués d'abord en Belgique, ensuite en Espagne, et après 1945, donc après la guerre, eh bien, ça a été le cas presque dans tous les pays européens, et puis même en Amérique latine et en Afrique, et puis récemment jusqu'au Québec et au Japon aussi. Et puis c'est arrivé chez nous, et en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est arrivé jusque chez nous, et bon, c'est assez méconnu ici, justement avec l'initiative de Meina Mbouati, c'est l'occasion d'en savoir plus. Moi, je te propose d'aller du côté de Koné à leur rencontre. Et puis tout ça grâce à la caméra de notre ami Cédric Thia. On regarde le reportage. Meina Mbouati est une association qui a été créée en juillet
et qui a comme projet de créer une école dite alternative. Le comité directeur est composé de 6 personnes qui ne sont pas que des parents. Voilà, donc ça fait une diversité assez intéressante. Et l'objectif final, c'est d'offrir une alternative au système scolaire classique proposé à l'heure actuelle en créant une école un peu différente de ce qui se fait, mais une école qui a été prouvée ailleurs, puisque cela existe en France et dans d'autres pays comme la Finlande, la Suisse, la Belgique utilisent beaucoup les pédagogies qu'on souhaiterait utiliser dans cette école. On s'appuierait sur une organisation freinée et on utiliserait la pédagogie de Maria Montessori, un système de communication non violente, voilà. Donc Maria Montessori est une médecin italienne qui au cours de sa pratique a monté une pédagogie en fin de compte où on rentre dans les apprentissages par la manipulation. Donc c'est très pratique, on manipule pour apprendre les concepts, tout ce qui est concept de proportion, rentrer dans la lecture, rentrer dans l'écriture, et ça peut se faire dès tout petit avec tout l'éveil des sens, etc. Alors notre atelier s'appelait Les mains dans la pâte. C'était un atelier qui tournait autour du toucher et la sensation du toucher. Et on a fait finalement 2 activités. Une activité c'était la pâte à patouille et l'autre c'était la pâte à sel. On a la pâte à patouille, donc c'est une pâte qui est à base de maïzena et d'eau. Donc on a choisi cette pâte parce que ça a des propriétés physiques vachement intéressantes en fait. Pour les enfants, c'est super intéressant de toucher parce que quand on y va lentement, ça se comporte comme un fluide. Et dès qu'on va un peu rapidement, ça devient très très dur. Du coup, les enfants, ils aiment bien touiller avec leurs mains. Et ensuite, la pâte à sel, on a choisi pour faire des petites figurines, donc pour le côté un peu créatif, faire des animaux, des petits bonhommes. Avec des coquillages, des graines. Et en fait, ça a bien marché avec les enfants, avec les parents aussi. En particulier la pâte à patouille. Tout le monde a bien aimé mettre les mains dedans. Donc ce matin, dans mon atelier, j'ai proposé une façon ludique de cuisiner. Les enfants ont pu réaliser eux-mêmes différentes choses à base de matières premières que nous leur avons fournies, comme du pain, des fruits, la salade, du jambon. Ce qui a laissé libre cours à leur imagination et leur créativité. Et pour finir, ils ont pu déguster ce qu'eux-mêmes avaient créé. Ça leur permet de découvrir des différents produits, différentes choses, des nouveaux goûts. Et puis ça leur permet aussi de déguster, chose que peut-être ils ne font pas sous des formes différentes. Donc je trouve que c'est une très très bonne chose. Un des principes de la pédagogie de Célestin Freinet, qui était un instituteur, si mes souvenirs sont bons, c'est surtout de proposer du travail coopératif. Donc les enfants travaillent sur des projets, font des exposés. Les enfants dans les écoles Freinet participent également à la vie de l'école. Ça veut dire qu'il y a des conseils de l'école qui sont faits pour régler les petits soucis où chacun s'exprime. Il y a des journaux de classe qui sont tenus par les élèves. C'est une école. Les écoles Freinet sont des écoles qui suivent exactement le programme de l'éducation nationale, mais qui sont organisées un petit peu différemment. Un peu de théâtre avec les plus grands, on a testé des exercices avant de leur laisser la place à eux, à leur propre expression, donc des exercices pour essayer de se connecter à soi. Donc la marche aveugle par exemple, c'est un exercice où on a les yeux bandés, où l'enfant ou la personne elle est forcément avec ses émotions et son intériorité parce qu'elle a les yeux bandés. Et il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de cette personne-là, qui regarde comment elle vit, comment elle se déplace, pour se rendre compte de comment on est vivant en fait. Voilà. Et qu'il n'y a pas besoin de jouer un personnage, on a déjà beaucoup de choses en nous. En fait. Elle n'a pas marqué. Vas-y.
Donc moi je suis un atelier collectif et jeu de coopération. Donc là on a fait le jeu de l'Ultimate, ça s'appelle c'est l'Ultimate, c'est un jeu de frisbee. Donc en fait c'est un jeu qui se joue avec 2 équipes. Donc on se fait des passes pour pouvoir arriver, donc il y a 2 zones, chacun son camp. On se fait des passes pour pouvoir arriver à la zone. Et donc, pour pouvoir marquer, il faut tirer et que quelqu'un aille dans la zone et l'attrape dans la zone. Bien sûr, les défenseurs, en fait, c'est comme au handball, n'ont pas le droit de rentrer dans la zone et doivent essayer d'intercepter pendant que le frisbee est en l'air. Le but de l'atelier par rapport aux enfants, c'est vraiment la dextérité avec le frisbee. Donc, essayer vraiment de lancer vers la personne et de le rattraper. Et aussi, c'est prendre vraiment l'espace, apprécier tout l'espace, parce que souvent quand on est enfant on va vraiment tout le temps vers l'objet du jeu et on ne prend jamais le temps de prendre tout l'espace du terrain, et donc ça serait vraiment essayer de s'approprier l'espace. T'as tourné? J'ai tourné, mais c'est la carte qui est là, moi aussi. Allez, vas-y. Olé, très bien. Très bien. Encore. On s'assoit. On s'assied ici. Voilà, attention. Et on lève les mains. On essaie de mettre une main sur le côté. Oui, allez, on y va. Donc là, le parcours, c'était de la gym éveil. Donc l'objectif de la gym éveil, c'est pour que les enfants puissent mieux connaître leur corps et jouer avec leur corps, et que surtout que les parents puissent partager un moment avec leur enfant. Donc il y a plusieurs types de parcours. Donc là, on a fait un premier travail avec les mamans et les papas pour qu'ils puissent faire un peu de gym pour eux avec leur tout petit. Et là, comme on faisait avec Kazé, l'objectif c'était que le parcours, en fin de compte, c'est lui, il va où il veut, et nous on essaie de le rendre de plus en plus entre guillemets difficile pour que lui se rende compte qu'il soit capable de le faire. Et toujours avec un objectif qu'il puisse découvrir son corps, et qu'il aille de plus en plus loin dans sa découverte de son corps et de ses difficultés. Ouais. Voilà, donc une nouvelle façon de voir l'éducation, en tout cas des rencontres comme celle-là, que l'on vient de voir, sont organisées durant l'année, je suppose, Anna, et ce sera l'occasion justement de venir s'informer auprès de l'association. Oui, tout à fait. Durant toute l'année donc 2015, il y aura plusieurs réunions, des rencontres comme celles qu'on a vues qui vont être organisées. Donc, c'est l'occasion d'aller se renseigner, surtout que c'est assez méconnu encore ici. Donc voilà, à découvrir. Et ça me rappelle, on va dire, il y a quelques années, les EPK, École Populaire Kanak. Bon, moi, j'en ai pas fait, je ne sais pas toi. Dans l'objectif, pour rappeler, était de mettre en évidence la spécificité donc, culturelle du pays, donc notre culture, avec notamment un apprentissage des langues, de l'artisanat, avec justement l'apprentissage, avec par exemple le tressage, la pratique de l'agriculture, et aussi le fameux calendrier de l'igname jusqu'à sa plantation à sa récolte. Et c'était aussi là une approche pédagogique différente, on va dire plus proche de la nature. Mais c'est aussi une bonne occasion pour nous de savoir apprendre comment nos parents faisaient au champ pour récolter nos fameux ignames. Tout à fait. Bon, on va pas peut-être faire le parallèle avec la méthode Freinet, mais voilà, c'était aussi une autre approche, une autre approche de l'éducation, de l'étude pédagogique, on va dire. Moi, je me souviens, enfin, j'étais assez jeune à cette époque-là, mais je m'en souviens. Mais bon, pour en revenir à Meina Boiti, si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter pour avoir plus de renseignements. Alors, ils ont un numéro de téléphone que j'ai oublié de donner, donc je vous le donne. Écoutez bien, c'est le 97 45 69. Je répète, 97 45 69. Et ils ont aussi une adresse mail, donc meina.boiti@gmail.com. Voilà pour les informations concernant l'association Meina Boiti. Merci Anna. Et on se retrouve jeudi. Voilà, on se retrouve jeudi. Et sinon, pour nous, on passe tout de suite à notre rubrique Fin bon. Alors, hier, pour notre rubrique Fin bon, je vous proposais une recette un peu plus sucrée, donc la confiture de litchi. Aujourd'hui, un plat salé, donc un plat
italien. Donc je vous propose la recette du risotto chorizo aux crevettes. Donc une recette qui a été filmée par notre amie Chloé Yentao. Je vous propose de regarder tout de suite. Bon, aujourd'hui, on va préparer un risotto aux crevettes et chorizo. Pour cette recette, on va avoir besoin du risotto au préalable déjà pré-cuit, le chorizo, les crevettes, les échalotes, de l'ail finement haché, des tomates séchées, du parmesan râpé. Pour la déco, on va se servir des oignons verts, du chou rouge, un petit peu de citron et des radis. Et pour vraiment lier tout ça, on aura besoin d'un petit peu de fond de légumes et déglacé au vin blanc. Donc dans de l'huile d'olive vraiment fumante, on va démarrer avec nos crevettes, le chorizo, sel, poivre toujours, quand on a une légère coloration des crevettes et du chorizo, on peut mettre nos échalotes, l'ail haché. Continuez à toujours bien remuer pour éviter de faire roussir les petits éléments. Un petit peu d'oignon vert et nos tomates séchées. Laissez revenir vraiment 30 secondes sans arrêter de remuer. Maintenant, on peut déglacer en vin blanc. On va mouiller avec notre fond de légumes. Voilà, dès que le mélange commence à bouillir, on peut incorporer notre risotto. Et on va laisser bien s'imbiber le risotto du fond de légumes et du vin blanc. C'est ça qui va finir de cuire le risotto. Au dernier moment, on pourra rajouter le parmesan, dresser et mettre notre petite décoration. Pensez à pas trop saler dans le sens où on a le chorizo qui va vraiment saler notre plat. C'est vraiment léger. Donc en fin de cuisson, on va mettre le parmesan. C'est ce qui va nous servir à lier en fait le risotto ensemble. Pensez à toujours remuer, ça évite d'accrocher à la poêle. On va pouvoir se servir de la narise. Là, on voit que le jus est rentré vraiment dans le risotto. Il manque vraiment une petite minute. Alors là, c'est les petites astuces, mais pour les petites astuces, on peut mettre vraiment de l'oignon vert frais au dernier moment. Voilà, là il est à la limite d'accrocher. On voit qu'il a presque plus de jus. On va pouvoir le dresser dans l'assiette. Comme ceci. Voilà, là on peut rajouter nos petits oignons verts par-dessus. C'est vraiment pour la déco, mais elle se mange. Le chou rouge pour la couleur. Voilà. Voilà, c'est mes petites astuces à moi. Ça, c'est de l'huile de citrouille. Et un tout petit peu de vin rouge en réduction. Voilà. Et vous avez le risotto au chorizo et crevettes.
Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un métier, celui de la sécurité, donc plutôt celui de gendarme. Alors quel poste occuper au pays dans ce secteur-là? Lorsqu'on est une femme, est-ce que c'est facile de s'intégrer? Donc nous répondons à toutes ces questions avec notre spécialiste de la formation, Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour Élise, tu m'as l'air en forme aujourd'hui. En forme. Tous les jours, je suis en forme. C'est vrai, mais là, plus que d'habitude, je trouve. Depuis que je suis revenue, je suis tellement contente de vous voir que, allez, au boulot. On y va donc. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, pour répondre à ta question concernant les femmes, Élise, moi, j'ai envie de te dire, eh bien oui, bien sûr qu'une femme... moi aussi. Ah, oui. Génial. Nous sommes déjà 2 et il y en a certainement d'autres qui sont d'accord avec nous, c'est sûr. Donc, il est certain qu'une femme, elle peut faire carrière, bien évidemment, dans la gendarmerie. Et donc, elle peut réussir à s'intégrer, c'est sûr, à force de volonté. Même si on le sait, que c'est un secteur qui est quand même réservé par nature quand même aux hommes. Mais bon. Ce qui veut dire que des femmes ont quand même persévéré et puis réussi, si elles en sont là. Et puis, ça doit pas être évident. C'est vraiment courageux de leur part de pouvoir faire ce métier-là. Ah oui, moi je suis d'accord avec toi, Élise. Et puis, tu sais, tout ça, en fait, a été permis du fait que les femmes, si tu veux, intègrent la gendarmerie, a été permis grâce, si tu veux, à la suppression de quotas en 98. Donc, suite, si tu veux, à cette suppression de quotas, qu'est-ce qui s'est produit? Le recrutement, il a été ouvert et sans limitation. Donc, c'est pour ça que les femmes, elles ont pu... Exactement. Elles avaient la chance de pouvoir postuler tout simplement et puis d'occuper des postes au sein de la gendarmerie. Ok. Alors, malgré ce changement-là, j'imagine que, la place des femmes reste encore minoritaire. Eh oui, c'est vrai. De macho, oui, on peut dire. Enfin, de macho. Excusez-nous. Tous les gendarmes, c'est peut-être pas macho. Je parle des hommes en général. Mais oui, pour des secteurs réservés quand même par nature aux hommes, il y a quand même un petit peu de ça, il faut le reconnaître, c'est vrai. Maintenant, en faisant une petite recherche, je suis tombée sur des articles de presse. Donc, selon en fait un article qui est paru dans Metro News, donc en 2009, donc il y a 6 ans, le taux de féminisation, il était donc de 14,93%. D'accord. Voilà. Même si ça peut paraître peu, il faut quand même rappeler qu'en 2002, les femmes, elles ne représentaient que 5% des effectifs. Donc, les choses évoluent petit à petit. Et aujourd'hui, est-ce que les femmes sont nombreuses ? Alors là, encore une fois, je suis allée donc à la pêche aux chiffres et je suis tombée donc sur un site qui s'appelle emploipublic.fr certainement. Et donc au 1er janvier 2014, figure-toi que ce taux de féminisation avait augmenté et il était donc de 17,6%, civils compris. Pourquoi il précise cela? Parce que tu sais qu'il y a des gendarmes militaires et des gendarmes civils. Voilà. Et donc au niveau des chiffres, Élise, pour continuer sur cette lancée, il y a donc plus de 97 000 gendarmes et sur donc, ce total-là, il y a donc 17 392 femmes qui sont donc gendarmes. Et si on détaille un petit peu plus en amont au niveau des métiers qu'elles exercent, pour les sous-officiers, il y en a plus de 8200, ce qui représente donc 11,7% des effectifs. Du côté des gendarmes adjoints volontaires, elles sont donc plus de 3900, ce qui représente donc un pourcentage de 29,9%. Et puis du côté des officiers, donc elles sont plus de 380, ce qui représente, Élise, 6,2% des effectifs. D'accord. Alors quelle est justement la différence entre ces 3 métiers, donc officier, sous-officier et gendarme adjoint volontaire? Alors l'officier de gendarmerie, si tu veux, c'est un décideur. Donc il va occuper, tu t'en doutes, un poste à responsabilité. Voilà, donc qu'il soit donc en métropole, en outre-mer ou bien à l'étranger. Donc si tu veux, une fois qu'il sera en mission dans le pays en question, il va donc être en fait l'interlocuteur privilégié donc des autorités administratives, judiciaires, mais également des élus et puis des acteurs économiques, Élise. D'accord. Alors vu le poste occupé, l'officier doit être capable justement de s'adapter facilement et faire preuve d'une grande disponibilité.
Ouais, ça c'est exactement ça, Élise. Tu as tout saisi sur effectivement les obligations de cet homme-là ou de cette femme. Ensuite, du côté des sous-officiers de gendarmerie, lui, il va être donc un militaire professionnel de la sécurité. Donc, il va toujours être placé au cœur de l'événement, il va être donc au contact de la population et puis au service du citoyen. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même une possibilité de se spécialiser et de relever, si tu veux, d'autres missions, par exemple de police judiciaire, de sécurité routière, devenir membre aussi du GIGN est également possible lorsqu'on est à ce niveau-là. Être moniteur de sport est également une autre possibilité d'évolution au sein de la gendarmerie. Et puis, il peut également devenir cavalier. Cavalier donc dans la garde républicaine. On en avait parlé dans une des chroniques justement sur les hommes à cheval qui surveillent notamment le président de la République. C'était ça. Il y en avait un à Koné, c'est ça. Il y a effectivement un peloton, le peloton de surveillance. Il y a plein de métiers dans ce domaine-là. Eh bien oui, justement. Alors, juste pour finir avec la garde républicaine et pour expliquer à nos chers téléspectateurs, n'oubliez pas, il s'agit donc de ces fameux cavaliers qui s'occupent soit de la surveillance et de la sécurité du président et puis aussi des lieux officiels, des bâtiments, tu sais, des structures officielles en métropole. Et puis, tu as raison, à Népouy, où on était allé justement grâce à un reportage d'André Ravel, on avait donc rencontrer les cavaliers du peloton de surveillance et d'intervention donc à cheval, plus connu sous le nom de PSIC. PSIC, voilà. J'ai oublié, mais voilà, ça me revient maintenant. Voilà. Alors justement, on a diffusé un reportage sur, on va dire, l'unique unité de ce type en Calédonie et le gendarme adjoint volontaire. De quoi justement s'occupe-t-il? Alors, dans leur jargon, si tu veux, professionnel, dans le jargon de la gendarmerie nationale, on parle de GAV, G-A-V, pour gendarme adjoint volontaire. Donc ce gendarme-là, il est sous contrat et il va être amené à devenir sous-officier. Et donc, si tu veux, lorsqu'on a ce poste-là, on acquiert, si tu veux, une première expérience professionnelle qui est très importante pour la poursuite de la carrière au sein donc, de la gendarmerie nationale. Et donc, lorsqu'on a ce poste-là, on seconde, si tu veux, le sous-officier. D'accord, c'est quand même c'est intéressant. C'est intéressant et puis c'est un poste quand même important. Alors, est-ce qu'une femme gendarme a déjà été désignée à un poste à responsabilité? Eh bien oui, Élise, oui, tu as raison. Bonne nouvelle. En 2013, figure-toi, pour la première fois dans l'histoire donc de la force armée et donc de l'histoire de France aussi, figure-toi qu'une femme, elle a été nommée au grade de général de gendarmerie. Son nom, Isabelle Guyon de Méritance. J'espère que je prononce bien son nom. Elle avait donc à l'époque 50 ans. Et donc voilà, elle est devenue la première femme générale de gendarmerie de l'histoire de France. C'est quand même un événement. Mais tu sais qu'au pays, nous avons également une femme, oui, qui est à la tête donc de la brigade de gendarmerie de Poney-Riouin. Elle s'appelle Nathalie Bénard, elle est donc adjudant-chef et donc c'est la première femme à occuper donc un poste de ce type-là sur la côte Est. Donc moi je propose qu'on fasse connaissance avec elle. J'ai hâte de la connaître. Voilà, grâce à Aurélie Chiron, rencontre. Alors, ce qui m'a conduit à être gendarme, c'est principalement le contact avec les gens. J'avais besoin donc d'être plus en relationnel et j'avais besoin plutôt d'avoir donc un emploi extérieur et de contact. Il y a des gendarmes qui seraient ravis de pouvoir participer, je ne sais pas moi, à un tournoi de foot, à pouvoir... et ce qui serait peut-être très bien. On nous voit toujours en tant que répressifs un peu, en disant ah les gendarmes ils sont là pour nous arrêter, nous enquiquiner. On est des hommes et des femmes, on vit aussi dans la commune, c'est l'occasion de se connaître. I heard this old story before where the people keep a killing for the metaphors. Dans le poste que j'occupe actuellement, c'est d'avoir un relationnel avec donc, les gens avec qui vous travaillez dans du management, c'est-à-dire pouvoir donc gérer du personnel et s'impliquer sur toutes les missions de la gendarmerie, aussi bien police de la route,
police judiciaire, police économique, les actes huissiers, voilà, différentes missions. Bonjour messieurs. Pas d'intervention pour Wailou? T'as pas été sollicité? Une personne disparue en mer. Et comment il s'appelle le monsieur qui a disparu? Nous alors voilà, oui, comme c'était sur Wailou, mais bon, on s'est plus informé. Ils ont retrouvé le bateau, donc il y avait encore le moteur, il y avait encore de la lumière, et personne. Il était à fond. À fond, oui. Oui, on a eu nous l'info, donc voilà. Bon, bah écoute, à bientôt. Dans d'autres circonstances. Nous démarrons tous, en principe, le travail à 7h30 le matin. Hein. Ensuite, c'est l'événement qui va faire notre journée. On a des enquêtes en cours, donc on se rend auprès des gens pour traiter aussi bien donc des enquêtes auprès des plaignants, auprès des auteurs d'infractions. Hein. Ensuite, c'est du relationnel avec la population, avec les élus. Hein. Ça va être également donc une surveillance de la police de la route. Et ensuite, après, c'est l'événement qui fait que voilà, votre journée va être prise par tout ce qui vous entoure. C'est un bateau qui est remisé en principe à la compagnie et qu'au sein même des brigades, on utilise lors de surveillance du littoral, lors de recherche de personnes s'il y a eu une disparition en mer. Et là, ils sont en train, à l'issue d'une opération, de nettoyer le bateau. Voilà. Pour être opérationnel, je dirais, c'est oui, disponibilité, amour de l'autre, voyez, un contact avec l'autre. Il faut voilà, comprendre les gens qui vous entourent, ne pas avoir d'œillères, être ouvert, être sensible, malgré tout, faire la part des choses, parce qu'il y a des choses qui sont normales, qu'on doit, voilà, on doit être dans une logique où on doit vivre en collectivité et on doit s'accepter les uns les autres, avec certaines limites. On ne peut pas tout faire, voilà. Donc on va partir en mission police de la route. Je vais vous demander de prendre donc vos effets, cet effet, ainsi que vos couvre-chefs. Don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same with a different name. We're breaking and rebuilding and we're growing, always guessing. Il y a deux équipes, ce qui permet de pouvoir donc contrôler les véhicules aussi bien venant de Poindimier que les véhicules venant de Wailou. Et on essaye de faire un contrôle de tous les véhicules donc, qui passent sur l'axe. Voilà. Il n'y a pas de réquisition, à savoir qu'on n'ouvre pas les véhicules. C'est uniquement un contrôle donc, des pièces afférentes au véhicule et le permis de conduire concernant le conducteur. Voilà. On fera également sûrement souffler donc les gens dans ce qu'on appelle un éthylomètre pour pouvoir donc savoir s'ils sont positifs ou négatifs à l'alcoolémie. Voilà. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. 000. Merci monsieur. Moi, ça fait déjà maintenant 30 ans de service. Je dirais mon grand plaisir, c'est que chaque jour est différent. C'est une découverte de l'autre à chaque instant. On a une population, des gens qu'on rencontre totalement différents les uns des autres et c'est une ouverture d'esprit sur le monde. Être gendarme, c'est ça, avoir une ouverture d'esprit sur le monde. Un gendarme peut aller aux quatre coins du monde, en ambassade, outre-mer, de la coopération, sur toute la métropole. Donc c'est extraordinaire. C'est voyager
avec son travail. Voilà. Alors, son quotidien ne doit pas être de tout repos, en tout cas, félicitations. Ouais. Et puis, on va dire, diriger des hommes, hein, des militaires surtout, ça ne doit pas être facile, donc ça doit être un challenge hein, de tous les instants. Oui, c'est certain. Ouais, c'est certain. Et puis moi, je me dis que lorsqu'on a un objectif en tête, de toute façon, on se donne les moyens hein, de l'atteindre. Après, bon, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, hein. Il y a de l'adversité, il y a des challenges à relever, comme tu disais si bien. Mais ça montre que quand même... voilà, c'est possible si on... Oui. Bah, il faut tenir tête déjà, surtout quand tu as des hommes qui, on va pas peut-être, je veux dire peut-être j'exagère, mais je veux dire peut-être un policier ou un gendarme peut dire ouais tu vas pas m'apprendre, t'es une femme, tu vois, il faut tenir tête, il y a une maîtrise de soi, il faut pas avoir peur de se positionner aussi en tant qu'individu au sein donc du groupe et puis de dire bah, écoute moi je peux développer des compétences, je peux t'apporter certaines choses, voilà, on peut réussir à travailler ensemble. Malgré effectivement... Précision, on ne dit pas que tous les hommes sont comme ça, mais c'est juste généralement, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait, Elisa. Mais bon, voilà, c'est surtout du fait du secteur, en fait, hein, de ce secteur qui est quand même exclusivement non, mais de par nature quand même réservé aux hommes. Hein. De ce fait-là, forcément, ça crée une atmosphère un petit peu particulière lorsqu'on est une femme et qu'on souhaite effectivement occuper les mêmes postes que vous, chers messieurs. Alors justement, quelles sont les qualités à avoir pour embrasser une carrière de gendarme? Alors, il faut faire preuve, donc quand même d'un esprit de sacrifice, c'est certain. Ensuite, il faut quand même faire preuve de discipline, il faut être quand même disponible, hein, parce que tu penses bien que les horaires de travail sont fluctuants et bien évidemment, parfois on commence la journée, on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. Ensuite, il faut quand même faire preuve de respect donc, de la nation et des institutions, et puis aussi être sensible au principe de neutralité, Élise. Hein. Et puis, il faut savoir que les missions sont diverses. On en a un petit peu parlé, mais effectivement, elles peuvent être liées, si tu veux, à la sécurité intérieure, à des missions de police judiciaire, au maintien de l'ordre, à la sécurité routière, et puis à la prévention de la délinquance. Alors, officiers, sous-officiers et gendarmes adjoints volontaires, donc les métiers qu'on a énumérés tout à l'heure, ce sont ces personnes qui exercent ces métiers-là sont constamment sur le terrain, hein, ce sont des hommes de terrain. Donc on sait d'où vient le mot de gendarme? Eh bien oui, figure-toi, ça vient de l'ancien français. Avant, on parlait des gens d'armes, des hommes d'armes. Voilà. Et donc on a remplacé le terme homme par gens et voilà, c'est devenu les gendarmes. Alors il existe un recrutement local pour les jeunes qui seraient intéressés, pour des jeunes qui nous écoutent, là, qui souhaitent devenir gendarmes? Oui. D'ailleurs, il était possible de postuler, si tu veux, à une formation donc, pour devenir gendarme adjoint volontaire jusqu'en janvier dernier. Donc là, je suppose que la formation elle va débuter dans peu de temps. En tout cas, on va essayer de voir hein, s'il est possible de montrer ce qui se passe lorsqu'on est en formation pour devenir gendarme adjoint volontaire, tout simplement. Et puis ce qui est intéressant par rapport à cette formation, c'est qu'à l'issue de ça, on peut rester sur le territoire pour travailler pour une durée maximum de 5 ans. Donc c'est quand même intéressant. On n'est pas obligé de partir, tu vois, quitter la famille et tout ça. On peut travailler au pays, donc c'est une expérience aussi qui peut être intéressante. Voilà, donc les filles, les jeunes filles, celles qui sont intéressées, donc n'hésitez pas, vous pouvez être aussi gendarme comme les hommes, je le confirme. Merci Marie-Hélène. Merci Élise, au revoir. Voilà, donc c'est avec cette chronique qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, donc mercredi, pour une nouvelle quotidienne. Tata à tous.